Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission couplée RDC Environnement, Objectif Vert. Nous allons devoir parler dans cette émission du projet Grand Inga ou Inga 3 qui doit être réalisé sur le majestueux fleuve Congo. Comme vous le savez, ce projet fait débat depuis plusieurs années. Et pour en parler sur ce plateau, Maître Eric Kassongo, coordonnateur du Centre congolais de droit de développement durable CODED. Maître Eric, bienvenue dans cette émission. Merci de nous recevoir chez vous. Et puis, il y a également Emmanuel Moussouyou qui, lui, est secrétaire technique de la CORAP. Emmanuel Moussouyou, bonjour. Merci, bonjour. Enfin, nous avons Justin Mobomi qui, lui, est chargé de programme du SENADEP. Monsieur Justin, bienvenue. Merci beaucoup. Pour présenter cette émission, je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur de l'Objectif Vert, comme déjà annoncé en début de cette émission. Ferran Toumba, bienvenue, toi aussi. Bonjour et bienvenue à nos invités. Merci. Merci. Voilà, comme vous le savez, des rebondissements en rebondissement, le projet Grand Inga, c'est donc ce projet qui doit donner de l'électricité aux Congolais, nous le pensons, mais aussi et surtout peut-être aux Africains, parce que le projet, on le veut, panafricain, selon les dires du président de la République. Alors, déjà, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit, il croit en un seul individu, en la personne de Andrew Forrest, qui pèse en tout cas des milliards pour la réalisation de ce projet Inga 3. Maître Eric Kassongo, vous avez suivi, j'espère bien, cette actualité. Comment l'avez-vous accueilli, vous qui suivez depuis de longues années cette discussion sur la réalisation du projet Inga 3, quand le président annonce qu'il croit en un seul individu pour la réalisation du projet? Bien, je dois vous avouer que je l'ai reçu avec beaucoup de surprises, mais en même temps, pas beaucoup, parce que nous savions déjà que le groupe dont a parlé Monsieur le Président était déjà en lice depuis un moment et en discussion pour prendre le projet. C'est là que j'ai dit que bon, pas avec grande surprise, mais avec grande surprise, surtout par rapport au caractère un peu extraordinaire que rêvait la confiance justement que l'on accorde à cet investisseur, à lui seul individu, dont on ne connaît pas les circonstances justement de sa sélection ou de son recrutement. Et face à un projet qui est un projet monstre, vous parlez du projet Inga ou Grand Inga 3, le contrat que le gouvernement a accordé ou s'apprête à accorder à Fortescue Metal Group et via sa filiale Fortescue Future Industry va bien au-delà du Grand Inga. Et je suis surpris au regard de la transversalité de ce projet, parce qu'il faut se le dire, c'est un projet qui tisse des tentacules au-delà de plusieurs secteurs du pays. Ça ne concerne pas que le ministère de l'énergie, ça concerne plusieurs ministères. Et donc, c'est surprenant que de voir un si grand projet être confié à des manières Unilatérales. Presque unilatérales, si pas gré à gré, de gré à gré, parce que nous n'avons pas été témoins d'un appel à candidature qui a permis à ce que le groupe que dirige Monsieur Andrew Forrest puisse être sélectionné suivant les règles de l'art, suivant les règles qui existent au pays. Nous avons une autorité de régulation de marché public. Je ne pense pas que nos amis du groupe Fortescue Metal Group soient passés aussi par là. Emmanuel Moussouyou, vous avez été surpris vous aussi en entendant cette nouvelle? Bon, surpris on peut dire oui, parce que c'est peut-être l'occasion pour laquelle on a annoncé justement ces partenariats. On s'attendait le moins parce qu'au fait la visite du chef de l'État avait pour un autre objectif et à travers la conférence de presse qu'il a organisée, justement, on a été surpris de voir que il y avait aussi cet élément sur la table. Mais après, pour nous, au-delà de la surprise telle que mentionnée tout à l'heure, c'est que moi je pourrais dire, au-delà de ce que
mon collègue Maître Eric venait de dire, c'est que jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on est en train de se rendre compte que le gouvernement congolais ou le pays continue à dépendre des visions des développeurs. Parce que, à suivre le discours du chef de l'État, vous vous rendrez compte effectivement que la RDC ne connaît pas le projet Inga, ou carrément n'a pas de vision de ce qu'il veut faire du projet Inga 3. Parce que, en même temps, le chef de l'État, quand il présentait M. Andrew, le docteur Andrew, vous allez, n'est-ce pas, constater que, parlant du projet, il attendait ou il dépendait de ce que l'investisseur va dire. Après, on va se poser beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que la RDC pourra contrôler ce projet-là? Est-ce que ce projet-là sera bénéfique à la RDC? Donc, c'est toutes ces questions, justement, qu'on essaie de se poser, au-delà de la surprise, de l'opportunité, justement, de la présentation de cet investisseur. Voilà, il pèse 100 milliards de dollars américains, selon les dires du chef de l'État. Justin Mobomi, vous aussi, à votre niveau, c'était une surprise, c'était déjà quelque chose de connu, ou comment vous l'avez accueilli? Avec beaucoup d'inquiétude. Avec beaucoup d'inquiétude, parce que, comme l'a dit Maître Eric, c'est un projet qui va au-delà de Grand Inga. Fortescue Metal Group veut prendre Inga 4 jusqu'à Inga 8, mais il veut plutôt installer des industries vertes en République démocratique du Congo. Ce sont des projets avec des budgets colossaux. Je suis surpris de voir que ailleurs, des projets de millions se négocient en termes de plusieurs années. Chez nous, c'est en quelques jours, on est prêt à signer 26, 40 milliards, et voire même on parle de 80 milliards de dollars en très peu de temps. Je suis très inquiet, je me dis, est-ce que avons-nous eu des gens valables pour pouvoir négocier des projets de cette envergure-là? La durée prise par le gouvernement pour aller signer du moins la convention m'inquiète beaucoup. Ça donne l'impression que on n'a pas eu suffisamment de gens pour étudier les différents projets, parce que c'est un ensemble de plusieurs projets, et j'ai l'impression que on y est allé, on a été émerveillé, flatté. Donc il y a les techniciens, je me pose la question, il y a eu des techniciens, parce que si ce sont des projets qui ont été négociés par des véritables techniciens, je doute qu'on allait faire ça en moins de 2 ans. Alors, merci beaucoup, Justin. Alors, ce projet, comme vous l'avez si bien évoqué, on parle question de temps, de débat et tout ça. Alors, on a vu plusieurs consortiums passer pour développer justement ce projet. On a parlé du consortium hispano-chinois, on a vu les Allemands, encore des Australiens. Maintenant, il s'agit d'un seul Australien. Mais après, ces projets représentent près de 100 000 emplois qui seront créés. Alors, de quoi résorber le chômage qui bat son plein en RDC? Est-ce que, qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui la réticence de la société civile que vous représentez, parce qu'on l'a su en son temps, lors de conversations précédentes, vous êtes également levé pour on va dire, faire barrière au développement de ce projet. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été associé on va dire, au choix de ce nouveau partenaire que aujourd'hui vous tirez la sonnette d'alarme? La société civile partage ses inquiétudes et elle met ses inquiétudes sur la place publique. Ces inquiétudes sont d'ordre légal. Ces inquiétudes sont d'ordre même constitutionnel. Vous savez, le droit à l'information est un droit constitutionnel. Nous sommes dans un pays moderne, au XXIe siècle, nous sommes un pays aspirant à devenir un état de droit. Et donc, état de droit veut dire aussi faire tout dans la transparence. Une de nos inquiétudes, c'est l'opacité, si vous voulez, le manque de transparence qui entoure le projet depuis les débuts. Vous voyez, depuis que la société civile, en tout cas, est active dans ce projet vers les années 2013, si pas avant. On a toujours fustigé l'opacité. Et c'est cette opacité qui perdure. Au-delà de cette opacité, il s'agit des questions des grandes envergures. Ce sont des questions qui concernent des milliards. On a toujours l'habitude de faire des anecdotes sur le budget de la RDC, qui est aussi autour de 5 à 6 milliards de dollars. Mais là, il est question de projets où on vous parle de 10 milliards, de 20 milliards et peut-être même de 80 milliards. Ce n'est pas normal. Si on débat d'un budget de 4 milliards au Parlement, pourquoi un projet qui coûterait 14 milliards ou plus devrait être discuté entre quelques individus
et sans que certains ministères sectoriels soient proprement impliqués. Et vous-même? Nous-mêmes, en tant que société civile, en tant que représentants des populations, pour voir ce qui se passe. Il n'y a rien de caché, il faut dire à la population ce qu'on envisage de faire. Quand un père veut construire une belle maison, une grande maison qui va abriter ses enfants, il explique, il vient avec le plan. Il dit, mes enfants, voilà ce que je vais construire pour vous. C'est ce que la société civile demande. La société civile veut cette transparence-là, de nous montrer cartes sur table, qu'est-ce que l'on veut faire des Inga. Là, à partir du moment où on en fait quelque chose de caché, de confidentiel, avec des engagements importants que la République prend pour le pays, ça devient inquiétant. Et c'est là que ça suscite les interrogations de la société civile. Alors, Monsieur Emmanuel, ces projets, s'ils suscitent autant d'inquiétudes sur le plan environnemental, j'allais dire, outre le fait que la loi portant création de l'agence ADP, j'allais dire, n'a pas été abrogée, quels sont les autres flous que vous énumérez justement dans la passation de, je veux dire, des marchés ou du nouvel acquéreur qui est Monsieur Andrew Forrest? Merci beaucoup pour la question. Je pense que je voudrais juste mentionner une chose par rapport à la première question sur les emplois. Déjà ici, la chose principale que je dirais et que je recommanderais à la population, c'est de ne pas se fier à des discours propagandistes. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il ne faudrait pas faire miroiter aux gens qu'il y aura autant d'emplois qui seront créés, parce que nous avons plusieurs expériences aujourd'hui de construction de barrages qui ont démontré le contraire. Je prends en RDC le cas du barrage de Zongo, où les gens attendaient plusieurs emplois à être créés, mais je vous assure que jusqu'à la fin du projet de la construction de Zongo 2, il n'était prévu que de recruter 24 personnes. Et ces 24 personnes, aujourd'hui, c'est la moitié de ce nombre qui fonctionne au niveau du barrage de Zongo. Avec le prêt à l'appui. Oui, nous avons publié beaucoup d'études, nous avons fait beaucoup de recherches et nous l'affirmons ici sur ces plateaux. Donc pour dire que c'est au fait beaucoup de discours propagandistes parce qu'en réalité avec la technologie, aujourd'hui dans un barrage on n'a plus besoin de beaucoup de gens parce que les robots, la robotisation, n'est-ce pas, est à jour. Et s'il faut parler de plusieurs emplois, on peut le concéder, mais généralement ces emplois sont créés dans la phase avant exploitation, donc lors de la construction du barrage. C'est-à-dire, on aura plutôt besoin de la main-d'œuvre. Mais est-ce que c'est de ces emplois qu'on veut, n'est-ce pas, brandir pour garantir le développement économique des populations congolaises? C'est un point d'interrogation. Revenant à votre question sur, n'est-ce pas, les autres flous qu'on peut énumérer aujourd'hui dans le cadre de passation de marché public. Mes prédécesseurs l'avaient mentionné. Écoutez, pour aujourd'hui, s'il faut lire la loi sur la passation de marché public, tout grand projet, d'ailleurs je suis allé très direct en parlant de la loi sur la passation de marché public, mais il faut revenir sur la loi portant secteur de l'électricité dans son article 39. Vous allez vous rendre compte que tout projet qui mérite ou tout marché qui nécessite une licence ou une concession est appelé à respecter ou à suivre la procédure de passation de marché public conformément à la loi, notamment sur la passation de marché public. Mais ici, on est face à un grand investisseur qui va venir, qui aura certainement une concession ou une licence, n'est-ce pas? Il bénéficiera de ça, mais il jouit d'un gré à gré. Alors que la loi elle-même, quand elle parle de gré à gré, elle conditionne, elle donne plusieurs options qui puissent garantir qu'il y ait gré à gré, entre autres, si le projet nécessite au fait des actions urgentes. Et on appelle ça au fait marché urgent, hein, si seulement je ne me trompe pas. Donc cela fait appel à des marchés qui ont trait à la défense, qui ont trait à des urgences de l'État qui nécessitent vraiment une application rapide. Mais après ici, on est face à Inga, on peut identifier où il n'y a aucune urgence qui peut justifier la précipitation dans laquelle les choses avancent. Au-delà de ça, c'est au fait clair que Inga n'est pas un projet qui peut être développé sous un mode gré à gré. Ce qui fait que déjà la procédure, on parle de la corruption, on parle de l'amélioration de la gouvernance, ça c'est les dires justement du président de la République et de M. Andrew. Mais après, les bases sur lesquelles sont posées les négociations pour
ce projet Industrie Vert qui part de Inga 4, 5, 6, 7, 8, Pioka, Matadi, les bases, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, sont sur des négociations qui ne tiennent pas, qui violent les lois et qui peuvent faire appel notamment à la corruption, qui peuvent faire appel à la mauvaise gouvernance. Donc voilà un peu ce que nous fustigeons déjà à ce stade, à ce projet-là, en dépit de tout ce qu'on peut noter comme impact environnementaux. Parce que ici, on ne parlait que de Inga 3 avec une possibilité de déplacement de plus de 40 000 personnes, avec un grand risque sur le plan économique, sur le plan social, avec une dette directe ou indirecte. Mais ici, on est maintenant en train de parler d'un grand projet qui va nécessiter la production de plus de 70 000 mégawatts. Et comprenez que sur le plan environnemental, c'est beaucoup de risques à travers. Alors, autant de flux que vous avez épinglés. Alors, Monsieur Justin, dites-nous, est-ce que vous êtes concerté, on va dire en interne, pour, on va dire, les structures qui accompagnent Coraf? C'est une coalition, à ce que je sache. Donc, en interne, pour pouvoir épingler comme ça, de manière concrète, les impacts environnementaux. Monsieur Emmanuel l'a effleuré tout à l'heure. Vous l'avez fait pour pouvoir donner aujourd'hui une position plus claire et plus détaillée? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais revenir sur d'abord le problème de l'emploi. Vous avez parlé de 100 000. Si vous suivez l'entretien spécial que le Conseil spécial des chefs de l'État aux infrastructures avait donné à Top Congo, il parlait de 700 000 emplois. Il y a de quoi être émerveillé. Mais comme on a expliqué, c'est de la propagande que toutes les sociétés multinationales amènent pour vous faire adhérer à son projet. Je crains que les décideurs qui ont pris des décisions de travailler avec eux se sont laissés emporter par ce genre de propos de 700 000. Parce que nous avons été à Zongo 2. Hein? Sur les 100% d'emplois qui vont être créés, 80% ça sera des manœuvres. Des gens qui vont transporter des moellons d'ici là, des sacs de ciment, tout ça. On paye à ces gens-là 3 000 francs par jour. Cet emploi-là, ça garantit des congés, des vacances, des prises en charge de maladies. Non. Cet emploi-là, si tu le fais même pendant 1000 ans, vous ne saurez pas vous acheter même une chemise de $10. Revenons à votre question sur la CORAP est une coalition. Mais la question que vous posez sur le barrage, c'est connu de tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'environnement. Les grands barrages sont destructeurs de l'environnement. C'est connu de tous parce que la Commission mondiale des barrages a évalué plus de 500 barrages. Les grands barrages, il les a évalués et les conclusions sont partout les mêmes. Certes, les barrages ont aidé à faire progresser certains pays, mais sur un lourd tribut que les populations ont payé. Emmanuel a parlé tantôt là de 40 000 personnes qu'on va déplacer. On va les amener où? Comment seront-ils installés? Comment vont-ils avoir des moyens de survie? Les problèmes de grands barrages sont de notoriété publique. Quand nous en parlons, ce n'est pas que nous inventons, parce que la RDC n'est pas le premier pays à avoir construit des grands barrages. Inga 1, Inga 2 existe. Il faut aller à Inga voir comment les gens sont installés, particulièrement au cas Kinshasa. Des gens dans des conditions inhumaines. Ils ont du courant à quelques mètres pour avoir cédé leurs terres. Ils n'ont même pas de courant qui les aide à préparer, à faire la cuisson. Ils sont habités dans des trucs, des taudis qu'on ne peut pas accepter. Vous voulez qu'on puisse réitérer cet exploit-là? Alors, je reviens à vous, Maître Rick. Opacité hier, aujourd'hui, on parle de vices, des procédures dans la loi sur la passation des marchés. Vous l'avez dit également, Monsieur Justin, il n'y a pas que les RDC où on parle de grands barrages. À Rio, par exemple, il y a un grand barrage qui aujourd'hui sert, qui, on va dire, insuffle un peu ou fait bouger les secteurs touristiques. Pourquoi ne pas prêter une chance à la construction de ces barrages pour que par cette construction passe le développement de la RDC? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais revenir sur la question des impacts environnementaux parce que vous avez posé le problème. Comment nous avons identifié? Il faut savoir que les développeurs de projets eux-mêmes sont conscients des impacts environnementaux qui sont posés par les grandes opérations qu'ils font sur le fleuve. Les barrages du fleuve, les inondations, toutes les opérations qui se déploient là-bas provoquent des impacts. Cela a été mentionné
par les Chinois déjà dans leur proposition commune faite avec les Espagnols. Ils ont mentionné qu'il y aurait des impacts environnementaux importants et qu'il fallait prévoir des mesures par rapport à ça. Donc les impacts, ce ne sont pas des impacts qu'on invente. Alors, après, par rapport à la question du barrage lui-même qui ferait la fierté, si vous comprenez notre propos, nous ne sommes pas contre le développement d'un barrage ou quoi que ce soit. Nous sommes contre les conditions dans lesquelles la prématurité et dans laquelle la RDC s'élance dans ce projet. Si vous voulez, l'inexpertise qui veut que, pour vous reprendre les termes employés par mon collègue ici, Emmanuel, qui veut que nous soyons là pour appliquer les visions des autres. Si vous connaissez un peu l'histoire, j'espère qu'il y a des écrivains, il y a des chercheurs qui écrivent. Vous comparez les différentes propositions, les designs de projets qui ont été proposés par les précédents développeurs, c'est différentes visions différentes. Simplement parce que c'est eux qui conçoivent, qui réfléchissent, qui viennent après vendre leur vision, comme Andrew Forrest est venu vendre sa vision. Et on a bien précisé que c'est lui-même qui connaît très bien les designs, c'est lui qui peut bien expliquer ça. Alors que c'est le contraire qui devrait être le cas. C'est la RDC qui devrait savoir quelle est sa vision Inga et où elle va et dans quelles conditions elle peut les mettre en œuvre. Et c'est dans ce contexte-là que normalement les choses pouvaient se faire correctement. Or là, nous sommes en train d'avaler une sauce qui est avalée ailleurs, qui est préparée ailleurs. On ne sait pas quel goût elle comporte. On ne sait pas après l'avoir avalée, elle va nous faire quoi sur notre corps. C'est ça le problème. Je reviens un peu avant de vous rendre la parole sur l'africanité du projet, parce que on a dit que c'est un projet qui se veut panafricain. Très bien. On a décelé l'importance d'Inga 3 à partir de l'Afrique, comment elle peut électrifier l'Afrique. Mais lorsque vous regardez beaucoup de pays africains qui n'ont pas le potentiel que nous avons ici, ils ont déjà atteint un seuil important dans la desserte. Ils sont à plus de 30, plus de 50% et tout ça. La moyenne totale en Afrique est de 30% d'accès à l'électricité. Mais la RDC, nous sommes en train de naviguer entre 9 à 13 ou 10%. Avant de donner l'électricité à l'Afrique, travaillons, faisons un effort pour tracter la RDC pour avoir ne fût-ce que 50% des dessertes en électricité. Ça serait bien que vous qui prétendez vouloir donner l'électricité à l'Afrique parce que vous avez le potentiel, de vous en prévaloir aussi quelque part. C'est absurde de ne pas avoir l'électricité nous-mêmes pour notre propre développement et de vouloir tout de suite aller le donner à l'Afrique. Si vous voulez, il faut placer les choses dans les étapes. Il faut commencer par électrifier le Congo et avec des sources alternatives qui abondent au niveau de la RDC et qui peuvent permettre aujourd'hui à la RDC de faire un bond sans besoin de recourir vers les grands barrages. Des microcentrales, des centrales photovoltaïques ou encore Nous avons un potentiel d'ensoleillement dans ces pays extraordinaire qui a été confirmé par l'Atlas sur les énergies renouvelables, qui peut permettre à ce que le même potentiel que l'on vante aujourd'hui de l'hydroélectricité, nous l'avons aussi en solaire. Peut-être même si les chercheurs poussent loin, nous avons plus de 100 000 mégawatts de potentiel en soleil. En soleil, si nous voulons développer l'électricité à base de l'énergie solaire. Alors, Emmanuel Moussoyou, je cite le président de la République, je vois en Andrew Forrest un investisseur sérieux par sa capacité à développer le projet Grand Tinga. C'est un peu pour paraphraser aussi Maître qui disait que c'est lui seul qui connaît la sauce quand le chef de l'État dit que la capacité à développer, c'est-à-dire que c'est l'investisseur qui va développer le projet et non le pays. Les sources d'énergie, il y en a, comme on l'a dit, mais on veut de l'électricité, de l'énergie propre en République démocratique du Congo. Et parmi cette énergie, il y a l'hydroélectricité. Le grand barrage Inga 3 fait débat aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez sollicité, est-ce que vous avez mené des investigations, est-ce que vous avez cherché à prendre contact pour que votre point de vue compte? Parce que il ne suffit pas
nous vous recevons aujourd'hui dans cette émission pour dire votre peut-être mécontentement, votre position, mais est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir parler avec ceux qui doivent s'imprégner effectivement de ces projets pour que votre voix puisse compter, pour que votre voix soit acceptée aussi de ces côtés-là? Déjà, votre question contient plusieurs autres, n'est-ce pas? Et s'il faut d'abord aborder la toute dernière où vous posez la question si on a fait des efforts pour rencontrer les autorités, je pense que la démarche que nos organisations appliquent est très différente justement de ce que font par exemple le mouvement citoyen. Nous, on n'est pas là que pour mobiliser les gens ou pour décrier les choses, mais plutôt on est là pour contribuer au développement, parce que nous sommes des acteurs au développement. Et ce que nous avons fait depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment de travailler avec le gouvernement. Nous sommes parmi les rares organisations qui avons fortement influencé, par exemple, la loi portant secteur de l'électricité, les mesures d'application de la loi. Et quant au projet INGA, nous avons rencontré plusieurs fois les autorités de l'ADEPI. Nous avons aussi rencontré le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Nous avons fait en tout cas n'est-ce pas, pris beaucoup d'initiatives pour rencontrer les autorités. Mais malheureusement, la tendance c'est que la vision qu'ils ont pour développer le projet, en dérogeant aux lois, en ne respectant pas le point de vue de la population, est vraiment mise en avant-plan. Et nous sommes très désolés pour le constater, parce qu'après, INGA, ça doit être un projet congolais, avant tout africain également, comme on peut le mentionner. Mais être un projet congolais, c'est-à-dire c'est un projet qui est approuvé par les Congolais, à travers, n'est-ce pas, des consultations, à travers le partage d'informations, on l'a mentionné tout à l'heure, et à travers la transparence carrément. Mais ici, on est face à un projet qui déroge de tout cela. Écoutez, est-ce que vous qui êtes là, ou même les téléspectateurs qui ont suivi peut-être le projet de près, quelqu'un parmi nous peut nous dire s'il a déjà vu un contrat signé dans le cadre du projet INGA 3? Même le traité qui était ratifié par nos deux parlements a été difficilement, en fait, on a accédé à cela très difficilement. Alors que c'est des documents qui devaient être à la place publique. Donc vous constaterez que on parle d'un projet congolais, mais que le Congolais ne connaît pas. Mais que le Congolais a difficile à avoir accès à l'information par rapport à son évolution. Et ça, c'est des entraves graves. C'est ce que nous fustigeons aussi. Mais je voulais revenir un tout petit peu parmi les éléments que vous avez mentionnés sur le grand barrage. Vous avez parlé du grand projet INGA comme étant une énergie verte et autres. Juste un mot par rapport à ça, c'est pour dire qu'on est d'accord. L'hydroélectricité fait partie des énergies renouvelables, de ces énergies considérées comme étant, n'est-ce pas, propres. Mais je vais vous surprendre peut-être en disant que la grande hydroélectricité, un projet comme INGA, davantage de par le monde, il est prouvé que de grands projets comme celui-là sont porteurs des gaz à effet de serre. Donc ils émisent aussi des gaz à effet de serre. En Chine, par exemple, il y a une étude qui a comparé les émissions de grands barrages par rapport aux centrales thermiques. Et il est prouvé que les grands barrages ont contribué aussi efficacement, n'est-ce pas, aux émissions de gaz à effet de serre à cause de l'accumulation de herbes et de tout le déchet qu'il y a dans le fleuve partant de la construction du barrage. Donc pour dire que les grands barrages ne sont pas forcément la solution au développement. Parce que après, si on veut le développement, il faut considérer que c'est plutôt un système décentralisé qui favorise le développement des micro-barrages. Vous êtes conscient que la classe sur les énergies renouvelables parle de plus de 800 sites, plus de 860 sites hydroélectriques répartis à travers le pays. C'est ces projets-là, s'ils sont développés, ils peuvent permettre le développement qui part du niveau local au niveau, n'est-ce pas, national. Mais ici, construire un grand barrage comme INGA, c'est plutôt pour des intérêts économiques. Il quitte le Congo central, il passe sur le toit des communautés qui n'ont pas accès à l'électricité, jusque dans des industries, jusqu'au... L'économie va profiter à la population, n'est-ce pas? Après, on parlera de l'économie, mais vous allez ici constater avec moi que la gestion de l'économie est aussi chaotique. Donc, pour dire que
le plus grand succès qu'on pourrait avoir dans le développement des énergies dans notre pays, c'est celui de focaliser, n'est-ce pas, tous les efforts du gouvernement dans le développement des micro-barrages à travers le pays, parce qu'il va booster, n'est-ce pas, l'économie à partir de la base pour qu'il y ait des implications au niveau national. Alors, Justin Mobomi, hier, quand on parlait des différents consortiums avec Inga 3, on parlait de 4000 mégawatts, 11 000 mégawatts, 22 000 mégawatts. Aujourd'hui, avec les développeurs Andrew Forrest, on parle de combien de mégawatts qui doivent être développés dans Inga 3? Inga 3, on est toujours dans le format de 11 000. 11 000, mais c'est plutôt les grands Inga, plus de 42 000 mégawatts qu'il faut développer. Il faut poser la question aux Congolais. De tout ça, le Congo aura combien? Vous avez dit c'est un projet. Vous avez dit c'est un projet panafricain. Les Africains auront combien pour qualifier ces projets-là de panafricains? Les Congolais eux-mêmes, la région, on aura combien? Ce qui est en train de se faire, c'est qu'on va produire des énergies pour alimenter les industries vertes qu'on va installer dans les sites de bananes. Ça sera ni profitable aux Congolais, ni profitable aux Africains. Donc, je ne sais pas. Les gens qui avaient... C'est comme ça que nous avons dit aux conseillers, donnez-nous la vision du pays sur ce projet-là. Nous n'avons aucune politique sur le projet. Nous sommes en train de subir tout ce que les développeurs nous amènent. Conséquence, on va de manière précipitée signer un accord qui ne nous sera pas bénéfique. Alors, on est tous d'accord. Inga 3, oui. Pourquoi? Avec qui ou comment? Un dernier mot. Oui, dans le respect des institutions de la République. Oui, dans la transversalité, dans l'implication de tous les acteurs qui sont concernés. Parce que Grand Inga, dans le format qu'on va nous donner maintenant, comporte des segments à l'intérieur qui nécessiteraient absolument qu'il y ait des discussions larges au niveau des différentes parties prenantes intéressées, ce qui n'est pas le cas. Et dans ces conditions, il y a un problème. Fortescue Metal Group, quelle que soit l'expérience qu'ils ont, quel que soit les sérieux, quel que soit le volume financier qu'ils peuvent représenter, nous sommes un État avec des institutions. Il est anormal qu'un projet de cette taille-là puisse être alloué de cette manière dans l'ignorance totale des autres institutions transversales. Emmanuel Moussouyou, si oui pour Inga 3, dans quelles conditions? Je peux dire oui à Inga 3, mais pas prioritaire, dans la mesure où il y a encore un besoin, n'est-ce pas, d'exploiter le potentiel énergétique du pays, qui sera favorable, comme je le disais tout à l'heure, à un développement économique local. Parce qu'il y a des expériences comme Virunga qui a démontré, aujourd'hui, quelqu'un qui habite Rutshuru, grâce à l'électricité de Virunga, a eu un accès de qualité à l'électricité, plus que moi qui habite Kinshasa. Donc pour dire que on veut le développement, oui, mais le développement doit partir de la base, à partir d'une priorisation du gouvernement, n'est-ce pas, des énergies qui puissent partir de ce niveau-là pour impulser le niveau national. Justin Mobomi, les communautés ont droit à l'électricité, mais avec Inga 3, oui, peut-être, mais quand? Quand nous allons avoir une vision sur ce projet-là, et manifestement, pour un pays dont le taux d'accès à l'énergie des populations est de moins de 10%, la priorité devait être donnée d'abord à l'accès des populations à l'énergie. On ne devait pas penser à livrer comme ça nos sites les plus importants, Inga, Pioka, Matadi, de plus de 70 000 mégawatts sans que les Congolais puissent avoir de l'énergie. Ce n'est pas acceptable que les Congolais n'ont pas d'énergie. Ils ont des sites comme ça, que la nature a pourvu le pays, que ces sites-là puissent être livrés au profit des investisseurs pendant que les Congolais vont rester dans le noir. Ça, vraiment, tout ce que nous demandons, c'est de mettre les contrats sur la place publique. On ne demande pas trop. Mettez les contrats sur la place publique. Les Congolais sont nombreux, il y a beaucoup d'intellectuels. Ils vont lire et ils vont réagir. Vous verrez que nous avons raison
de dire que ce projet n'est pas bon pour le Congo. Peut-être un mot rapide. À l'occasion de cette émission, nous recommandons vivement au chef de l'État de ne pas signer ce contrat avec Fortescue Metal Group parce qu'il est très désavantageux pour la RDC. Il y a ma consoeur Ferran Toumba. Merci Ruben. Toujours avec le même plaisir, nous serons gré vous retrouver. Merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Au revoir et à très bientôt.